On passe comme ça directement à la présentation donc, de Mathieu Ragérisson du CEREMA, qui va lui plus s'orienter sur la qualité au sens norme ISO 19157. Je ne redonne pas plus de détails. Les concepts indicateurs. Ça va ? Tu as besoin d'un coup de main ? Donc j'en profite aussi dans les petits fascicules qu'il y avait sur les fauteuils. Vous avez à l'intérieur un exemple alors je ne vais pas dans le détail non plus, de fiche méthode qui va être présentée rapidement en fin de présentation, il me semble, par Mathieu, et que Yves reprendra tout à l'heure avec Romain, pardon, sur la présentation qui s'ensuit. Voilà, je te laisse prendre la suite. Bonjour, donc moi c'est Mathieu Ragérisson, je travaille au sein du CEREMA Méditerranée. Alors je ne sais pas, peut-être que vous connaissez les CT, c'était les centres d'études techniques de l'équipement en fait, qui ont fusionné. Alors il y avait différentes unités au niveau du territoire national qui ont fusionné en un seul établissement public, mais tout en gardant ces entités sur le territoire en CEREMA, Centre d'études et d'expertise sur les risques, l'environnement, la mobilité et l'aménagement. Donc on est un centre d'études du ministère de l'écologie, on s'occupe de réaliser des études pour le compte déjà du CEREMA, pour le compte des services déconcentrés comme DDT DREAL-PACA, DREAL, excusez-moi parce que j'étais à la DREAL-PACA avant, c'est pour ça. Pour les directions centrales du ministère de l'écologie, ça peut être aussi pour des tiers, fonctions publiques territoriales, et aussi des tiers, ça peut être totalement extérieur à la sphère publique, on va dire, dans certains cas. Donc là, la présentation de Didier était très pointue, très avancée sur le sujet. Il a parlé un peu de la norme 1957 et a bien montré que l'importance de la qualité des données géographiques, parce que en fait, on peut faire des applications, de belles applications avec de belles interfaces, mais si elles s'appuient sur des données de mauvaise qualité, ça reste de mauvaises applications. Donc il est important de prendre en compte cette dimension qualité qui fait un peu peur, parce qu'on parle d'incertitude, d'erreur, c'est des termes un peu négatifs qui font un peu peur, mais pourtant il faut s'y confronter. C'est un peu comme les métadonnées, ça fait aussi un peu peur, mais bon. Voilà. Donc là, je vais vous présenter plutôt la norme 1957, qui est une partie de ce qui peut être étudié en qualité des données géographiques, parce qu'il y a des travaux de recherche, Il y a aussi d'autres normes, mais je vais plutôt parler de cette norme. Bon, déjà, à quoi ça sert les normes ? En fait, les normes, c'est des sortes de standards sur lesquels peuvent s'accorder différents partenaires quand ils réalisent des travaux, des données. Quand dans un cahier des charges, on fait référence à une norme, du coup, le contrat, le produit, il devra respecter tout ou partie de la norme. Alors l'ISO, c'est une fédération mondiale d'organismes nationaux de normalisation. Il y a une antenne au niveau national qui s'appelle l'AFNOR, l'Association française de normalisation. Alors les enjeux pour la qualité des données géographiques, ça a déjà été énoncé précédemment, c'est que les données sont partagées, elles sont échangées, elles se propagent, elles se reproduisent aussi. Quand on peut croiser des données ensemble, ça donne de nouvelles données, et il faut vraiment savoir comment elles ont été conçues. C'est fondamental parce que ça conditionne les usages qu'on peut en faire. Et donc c'est important de pouvoir mesurer la qualité d'une donnée avant de l'utiliser, déjà pour voir dans quel contexte on peut l'utiliser pour quels usages. Alors la norme 1957, elle a été adoptée le 9 novembre 2013. Elle provient de la fusion de 3 normes, comme ça a été dit précédemment. La première qui a été faite en 2001, la 1913, et après des normes qui ont été réalisées en 2005 et 2006. Donc ça normalise un peu
tous les composants de la mesure de la qualité, et ça fournit des lignes directrices pour la mesurer, pour quantifier ça. Parce que généralement, moi je sais que quand je travaille, dans mon travail, souvent la qualité, des fois c'est un peu empirique, on dit cette donnée elle est de mauvaise qualité, elle n'est pas terrible, mais bon on n'a pas vraiment de mesure, de choses un peu objectives, donc il faut objectiver ça. C'est le principe d'une norme et ça a le mérite d'exister, c'est qu'on peut s'appuyer sur ce document-là pour procéder à la qualification des données. Alors, cette norme, qui l'a réalisée? Alors, il y a des agents d'organismes publics. Alors, il y a Marc Léaubé qui a participé à la rédaction de cette norme. Je pense que vous le connaissez. Il y a la DGAC. Bah oui, en aviation, c'est important d'avoir des données de qualité. L'IGN, voilà, Institut de référence sur les données géographiques. Des universitaires. Pour la partie un peu recherche, c'est important de la prendre en compte. Des membres d'associations et des agents de sociétés privées. Donc c'est la composition du comité technique en fait. Quand il y a des normes qui sont réalisées, ils font appel à des experts dans le domaine pour procéder à la rédaction des normes. Alors, la norme 1957, en fait, elle est, pour y accéder, il faut l'acheter. Alors nous, au CEREMA, on l'a acheté, bon, parce que fallait bien se la procurer. Donc c'est un contenu qui est extrêmement riche. C'est un gros pavé de 160 pages. Donc déjà que la qualité, ça fait peur, mais ensuite, il faut du courage pour se plonger dans ces différents aspects. Alors c'est basé sur des sources avérées. Donc là, dans la bibliographie, ça fait appel à des normes qui existent déjà. Donc déjà à des standards. On va dire aussi, ça fait référence à des documents de l'armée américaine. On peut considérer que c'est assez pointu et rigoureux. Et comme je l'ai dit précédemment, les rédacteurs, c'est des experts qui sont reconnus dans le domaine. Et le souci, c'est pas un souci, après une norme, c'est pas fait particulièrement pour être esthétique, mais c'est vrai que ça peut sembler un peu austère. Si vous ouvrez le PDF, il y a des diagrammes, tout est carré, ça fait un peu stalinien. Mais c'est peut-être un peu l'accessibilité du document ou le côté attrayant qui manque. Mais bon, c'est pas fait pour. Les normes, Alors, du coup, moi, je suis sur le sujet depuis mars. Mais ce que le CEREMA a essayé de faire, c'est à partir de cette norme. Donc, le CEREMA s'y intéresse déjà depuis un certain temps. C'est un peu d'en extraire les choses qui sont utiles, considérant un peu les besoins dans les services, et de rendre ça un peu attrayant avec des schémas, des illustrations, des exemples qui sont tirés un peu du quotidien des géomaticiens. Le rendre un peu customisé et personnalisé, quoi. Plus sexy. Bon. Alors, c'est du coup... Yves va vous en parler tout à l'heure, mais ça aboutit à la création de différentes fiches méthodologiques, d'un portail. Yves en parlera tout à l'heure. Alors déjà, dans la norme ISO, il y a différents critères de qualité. Il y a l'exhaustivité qui s'intéresse aux différentes dimensions de l'information spatiale, à savoir la géométrie, la localisation dans l'espace, la topologie, et les attributs, quoi. Parce qu'une donnée spatiale, c'est la combinaison de ces deux éléments. Alors, il y a 5 critères qui ont été un peu extraits de cette norme. L'exhaustivité, la précision thématique, qui s'intéresse plutôt aux attributs, aux informations des objets qui composent la donnée géographique, la cohérence logique, la précision de position, et la cohérence temporelle. Donc là, je vais vous les présenter un à un, assez rapidement, parce que, en tout cas, les points les plus importants de chaque. Alors l'exhaustivité, c'est assez simple, c'est ce qui caractérise l'absence ou la présence de
de données à tort. Bon, ça c'est un petit schéma, hein, mais alors théoriquement, là, on devrait avoir dans la population, enfin au sens statistique, 5 éléments, mais en fait, il y en a 2 en trop et 2 qui manquent. Bon, alors du coup, il y a une mesure qui s'appelle le taux d'exhaustivité qui a cette formule-là et qui donne un taux d'exhaustivité de 20%. Alors après, 20%, c'est aussi ce qui peut être intéressant dans la qualité, c'est de noter une donnée ou de noter l'exhaustivité. Bon, là, ce qui est proposé, c'est qu'il y ait une note de 1. Bon, alors là, c'est vraiment pas top, on va dire. Niveau exhaustivité, cette donnée-là est pas terrible. Bon, c'est un critère qui est assez simple à comprendre. Il y en a d'autres qui sont plus compliqués. Alors après, il y a la précision thématique. Alors ça, la précision thématique, ça se définit comme la précision à la fois des attributs quantitatifs et qualitatifs. Alors, il y a un peu le symbole du libellé, c'est pour montrer un peu le côté classement, quoi. On essaye de classer les choses. Alors, attributs quantitatifs, par exemple, si je fais si je procède à l'échantillonnage de la donnée, je vais avoir une certaine dispersion de la donnée qui est caractérisée par ce qu'on appelle l'intervalle de confiance. Donc si je prends la demi-longueur et que par exemple j'ai une référence, je peux comparer ça à une référence et voir si je suis ou pas dans les critères de conformité, d'acceptabilité de la donnée. C'est un peu comme le schéma de Didier tout à l'heure. Alors après, il y a les attributs qualitatifs. C'est si je fais par exemple une couche d'occupation du sol, c'est si je classe mal les choses. Voilà. S'il y a un bâtiment industriel, je le classe en habitation, etc. Du coup, ce que je peux faire, c'est une matrice de classement où en fait je dis ce qui a été classé à tort, quoi. Alors, je peux faire ce genre de tableau. Voilà, ça rend compte un peu des erreurs qui sont dans la donnée. Et à partir de ce tableau, de ces comptages, il y a un coefficient. Alors, j'ai pas mis la formule parce qu'elle est un peu compliquée, mais le coefficient de kappa qui peut être une mesure intéressante dérivée de ce tableau de classement. Alors après, il y a la cohérence logique qui est dans la norme. Alors la cohérence logique, c'est un peu comme le terme logique le dit, hein, c'est tout ce qui est un peu relationnel, référentiel. Donc il y a la cohérence conceptuelle. Alors ça, c'est plutôt pour des données qui sont assez élaborées, où il y a des relations entre différentes couches, entre différentes tables. Vous pouvez avoir une donnée, par exemple, imaginons, ça c'est une donnée qui est vraiment pas terrible, mais où il y a des identifiants qui sont pas uniques. Comme là, il y a 2 fois 1, 2 fois 2. Bon, premier problème. Ensuite, il y a des identifiants qui sont absents, comme ici, alors qu'ils devraient exister. Et ensuite, j'ai une table faune. Et en fait, théoriquement, la table principale, elle devrait avoir une clé étrangère qui fait référence à ça, sauf qu'elle est absente. Alors imaginons vous réceptionnez une base d'un prestataire et puis il y a ce genre de problème. Ça aussi, hein, ça doit être mesuré. Il n'y a pas des identifiants uniques, il y a des clés étrangères absentes. Donc au niveau qualité et cohérence logique, c'est pas terrible. Alors après, il y a les soucis topologiques. Par exemple, s'il y a 2 bureaux de vote plutôt des objets de classe différentes qui ne devraient pas s'intersecter et qui s'intersectent, c'est plutôt la partie géométrique, mais là, il y a un souci aussi. Alors après, la cohérence logique, c'est aussi par rapport au domaine de valeur. Par exemple, si vous avez une table avec des montants, voilà, chaque objet, il y a un montant, vous faites la somme des montants et finalement, le montant excède celui qui est dans le document. Du coup, ça veut dire qu'il y a une ligne dans le tableau où il y a une valeur trop grande, sans doute. Donc, c'est le domaine de valeur. Ou une valeur au niveau d'une ligne qui est vraiment excessive. Alors après, il y a aussi ce qu'on appelle la cohérence de format. C'est si vous avez des tables qui sont des données qui ne sont pas dans le bon format. Là, j'ai pris l'exemple d'un document d'urbanisme où il y a une couche qui est au format AutoCAD alors qu'elle devrait être en shapefile. Voilà.
Donc c'est pas le bon format. Après aussi, forcément, données géographiques, attributs. Donc on peut avoir aussi des champs qui ne sont pas du bon type. Voilà. Par exemple, des identifiants, imaginons, on a un type flottant. Ou bien pour des espèces, on a un type texte, alors que ça devrait être du champ de caractères. Bah ça, c'est aussi de la cohérence de format. La donnée n'est pas bien formatée. Après, il y a la cohérence topologique. Alors ça, c'est un peu le... Comment dire ? Quand on réceptionne une donnée comme d'occupation du sol, généralement, on essaye de voir si elle est topologiquement correcte ou même les documents d'urbanisme, s'il n'y a pas de recouvrement, auto-chevauchement, des lacunes. Auto-intersection, c'est quand même un peu plus grave. Et puis parfois, quand on fait des traitements entre des données, qu'on fait des intersections, il peut y avoir des microsurfaces dont on peut éventuellement se défaire. Donc ça aussi, ça peut être quantifié. Donc voilà pour la cohérence logique. Donc c'est un critère qui est assez riche. Alors après, il y a la précision de position. Alors ce qu'on fait là, c'est qu'on a des points de référence et on a les points de la donnée. Et ce qu'on fait, c'est qu'on voit l'écart qu'il y a entre la source à contrôler et puis la référence. Puis on calcule du coup l'erreur moyenne de position, la valeur moyenne des incertitudes. Alors à partir de ça, il y a un document assez pointu, réglementaire, qui est un arrêté du 18 septembre 2013 et qui établit en fait différents seuils d'acceptabilité de la donnée. C'est-à-dire que s'il y a des données qui sont au-delà d'une certaine distance, c'est-à-dire un certain écart, il suffit qu'il y en ait un point ou un nœud qui soit au-delà de cette distance pour que la donnée soit considérée non conforme. Et après, il y a un seuil T1, T2 où là, il y a un certain nombre. Si ça excède le nombre indiqué, la donnée est non conforme. Donc déjà, qui énonce des seuils, qui est assez précise là-dessus, parce que c'est pour les travaux topographiques de l'État. Ouais, c'est un arrêté relatif à ça. Alors pour les objets linéaires et surfaciques, en fait, on peut faire un peu le même travail, c'est-à-dire qu'on va toujours, faut avoir des paires de contrôle. Et là, ce qu'on peut faire, c'est au niveau des croisements, des virages, établir des points de contrôle à ce niveau-là. Alors, c'est un peu difficile de faire ça sur toute la donnée, mais il faut faire ça sur un nombre respectable de points. Voilà. Après, il y a la qualité temporelle. Ouais, donc l'aspect temporel des données est toujours, souvent présent. Donc là, je vais prendre le cas d'un document d'urbanisme. Alors déjà, il y a la cohérence vis-à-vis du domaine de valeur, un peu comme tout à l'heure avec les valeurs numériques, mais imaginons, vous avez une date dans une donnée qui est, par exemple, en 2020, alors que ça ne devrait pas, ou en 1200, après, il y a la cohérence chronologique. Par exemple, vous avez la date d'un événement, mais qui devrait être antérieur et qui finalement est indiqué comme postérieur. On va prendre l'exemple d'un document d'urbanisme. Par exemple, ça c'est le standard du CNIG, Comité national de l'information géographique. Voilà, c'est comme ça qu'ils disent qu'il faut structurer les PLU. Et on a deux références temporelles dedans, c'est la date d'approbation du document d'urbanisme et la date de validité. Alors le premier problème qu'on a, c'est sur la première ligne, c'est que la date de validité est postérieure à la date d'approbation. Alors que la date de validité, c'est relatif à l'objet géométrique, c'est-à-dire qu'on a le zonage qui est fait, et après il y a une approbation ou pas qui est faite sur la base de cette géométrie. Et là, on a une date de validité qui est postérieure, ce qui n'est pas logique. Et ensuite, on a une date d'approbation qui est supérieure, 2018. Donc dans le premier cas, c'est une cohérence chronologique qui n'est pas respectée. Dans le deuxième, c'est une cohérence vis-à-vis du domaine de valeur qui n'est pas respectée. Voilà pour la qualité temporelle. Donc finalement, on a
c'est les 5 critères de qualité qu'on a retenus. Donc là, il y a certaines mesures qui ont été que j'ai listées, mais il y en a d'autres, hein, mais j'ai pas pu parler de toutes. Alors Didier a parlé tout à l'heure de qualité intrinsèque à la donnée aussi, et par rapport à des contextes d'usage. Bon, cette diapo reprend un peu ça. Donc la qualité interne, c'est un peu tout ce qu'on peut comment dire, lister dans le fichier qui ne convient pas. Par exemple, des autochevauchements, des incohérences de format et tout ça. C'est des choses qui peuvent être, comment dire, sans considération d'usage, on va pouvoir dire qu'il y a quand même des choses qui clochent dans la donnée, quoi. Des champs qui sont vides, qui ne devraient pas l'être. Donc ça, c'est intrinsèque. Après, il y a la qualité externe. Donc là, on considère un cas d'usage et on voit si la donnée correspond à l'usage qu'on imagine. Parce qu'on peut avoir des données qui sont, comment dire, qu'on estime de mauvaise qualité, mais pour certains usages, ça va convenir. Voilà. Ça dépend le niveau d'exigence de l'utilisation. Alors après, avec le web, un peu tout ce qui est crowdsourcing, en fait, il y a des utilisateurs, hein, qu'on n'a pas identifiés, qui vont utiliser la donnée aussi et on ne sait pas vraiment ce qu'ils vont en faire, mais qui vont noter la donnée. Donc ça aussi, peut-être que si plus tard on imagine des systèmes de notation de données sur les plateformes de open data, faudra prendre en compte ces notes-là. Alors, après, il y a les méthodes d'évaluation de la qualité. Parce que là, j'ai parlé des critères, c'est des choses un peu théoriques, mais comment on fait vraiment pour évaluer cette qualité? Qu'est-ce qu'il faut prendre en compte quand on réalise ce travail? Donc les méthodes d'évaluation de la qualité, c'est des choses qu'on a réalisées aussi au CEREMA. C'est un peu tout ce qui est opératoire, le mode opératoire, comment on réalise ces mesures. Alors, au niveau de la norme 1957, il y avait quelque chose dont il était fait référence, c'était l'échantillonnage, où là, la norme est assez pointue sur le sujet. Nous, on a rajouté des choses, notamment comment on représente comment dire, les mesures de la qualité. C'est-à-dire si je veux parler de la qualité d'une donnée, comment je la représente sous la forme d'un graphique, et quel graphique adopter, quel style de visualisation prendre. On a fait aussi, on a pris en compte la dimension statistique, où là il y a peut-être des concepts statistiques qu'on peut calculer et qui peuvent renseigner sur la qualité des données. Contexte de contrôle ici, c'est un peu tout ce qui est contextuel. Par exemple, est-ce que j'ai des experts autour de moi? Est-ce qu'il faut que j'aille sur le terrain pour contrôler la qualité? Comment m'y prendre? Donc voilà, c'est différents volets méthodologiques. Donc ça, c'est des fiches aussi qu'on a réalisées. Une première sur les concepts généraux de la qualité, une sur le contexte de contrôle. Donc comment on évalue le jeu de données, avec qui, les éléments statistiques, bon, où on parle de paramètres genre moyenne, écart type, variance, d'autres choses. L'incertitude, intervalle de confiance, niveau de confiance, c'est pour que les gens, justement, en lisant ces fiches, ils puissent s'emparer facilement des différents de concepts parfois un peu avancés. L'échantillonnage, les méthodes de représentation. Alors, petit exemple, par exemple sur l'échantillonnage, par rapport aux données géographiques, comment on fait quand on ne peut pas contrôler toute la donnée parce qu'elle est trop étendue, comment on fait l'échantillonnage? Donc il y a différentes stratégies, et on en parle dans cette fiche échantillonnage. Donc il peut y avoir les méthodes aléatoires, semi-aléatoires, stratifiées. Après il y a les éléments statistiques où on parle justement de ça, niveau de confiance, incertitude. Les méthodes de représentation, comment on représente la qualité. Alors c'est des propositions de graphiques où on montre sur différents critères sémantiques, actualité, exhaustivité, précision, où on confronte ce qui est attendu et ce qui est mesuré. Bon, méthode radar. Bon, il y en a d'autres aussi qu'on propose. Le système simple, ça peut être des notes aussi. Bon.
Donc c'est juste des conseils quoi, pour quelqu'un qui se lance là-dedans pour savoir comment représenter ça. Parce que c'est pas abordé dans la norme. Alors au niveau de l'accompagnement, donc il y a eu cette analyse qui a été faite de la norme et essayer de la rendre un peu plus accessible. Donc ce qui est important à partir de ça, c'est de partager cette analyse. Alors sous la forme d'un contenu documentaire, donc c'est les fiches dont je parlais, qui sont les fiches cadeaux géo, hein. C'est le nom qu'on a choisi pour ça. Peut-être créer un portail d'information là-dessus, voire un portail de formation en ligne sur la qualité. Parce que la norme, c'est payant encore. Donc c'est bien aussi de pouvoir faire des choses qui soient accessibles à tout un chacun. Et après, il y a la formation. Donc on va faire une valise pédagogique, une mallette où il y aura des supports et peut-être un MOOC. Et puis il y a les outils aussi, parce que c'est bien de parler de théorie, de concept et tout ça, mais concrètement, comment on fait quoi. C'est la question que les géomaticiens vont se poser. Donc déjà partager des procédures. Par exemple, un utilisateur, il y a des fiches qui sont faites, je sais, sur QGIS ou sur d'autres, sur PostgreSQL, PostGIS, où des gens créent des scripts ou utilisent des extensions pour mesurer la qualité. Bah ça doit être partagé, hein. Donc c'est les méthodes, et puis voire même concevoir des logiciels, un outil qui puisse prendre en compte les différents critères de la qualité et puis sortir les mesures, quoi. Pourquoi pas en intégrant un modèle de spécification qui confronte ça et qui dit ce qui va pas. Donc la partie outillage qui est importante aussi, et dont va parler Yves par la suite. Voilà, c'est fini. Merci Mathieu. Des questions ? Les fiches QuadoGeo, c'est déjà accessible ou c'est... Alors elles sont en cours de rédaction. On a des sortes d'esquisses, mais qui sont à un niveau de finalisation très avancé. Il faut qu'on les rende, qu'elles respectent la charte graphique du CEREMA. Et dès lors qu'elles seront, on va dire, chartées, on peut prévoir une ouverture sans doute dans l'année. Comment ? Yves va en parler, mais elles seront accessibles en tout cas à tout le monde, et gratuitement. D'ailleurs, je rebondis sur cette question. Ce que vous avez là dans le fascicule sur les fauteuils, il y a un exemplaire de fiche où c'est marqué projet, justement. C'est une des ébauches de fiches qui n'est pas encore finalisée au niveau charte graphique, mais qu'on vous met déjà à disposition, enfin du moins que le CEREMA vous met à disposition pour vous montrer à quoi ça va ressembler au final.